Monsieur le Préfet, cher Philippe Chopin, Monsieur le Président de la métropole Clermont-Auvergne, qui nous accueillait et que je remercie, et je suis très heureuse, cher Olivier Blanqui, de vous retrouver sur votre territoire. Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le Président des intercommunalités de France, cher Sébastien, je ne le vois plus. Allez, tu t'es assis là, voilà. Donc, vous avez changé de nom, j'ai essayé, et je salue bien sûr, je dirais, les anciens présidents de la DCF qui sont dans les travées ici ou là. Je voudrais saluer bien sûr le président délégué, Sébastien Miossec, la première vice-présidente, Virginie Carolo, que j'ai vue en arrivant. Je voudrais saluer bien sûr la présidente des régions de France, chère Carole Delga, Monsieur le vice-président de l'ADF, cher Christophe Guillotot, Madame la présidente de Ville-de-France et de l'ANCT, chère Caroline, Madame la présidente de France Urbaine, chère Johanna, Mesdames et Messieurs les maires et présidents d'intercommunalités, Mesdames et Messieurs les élus, et tous ceux que j'aurais oubliés, je vous salue et je suis très heureuse de vous retrouver cette année pour la Convention nationale de la DCF, enfin maintenant des intercommunalités de France, et qui est toujours l'occasion de rencontres, de débats très riches. Et je voudrais bien sûr mettre en avant, cher Sébastien, que c'est tes premières assises, ton premier congrès. Et je te remercie déjà de tout le travail que nous avons pu construire ensemble depuis que tu es président dans la poursuite de ce qui avait été engagé par tes prédécesseurs. Évidemment, les échanges de ce matin ne font pas exception et j'ai bien écouté toutes les interventions. On y trouve, je dirais, ce qui fait l'ADN de l'intercommunalité, c'est-à-dire effectivement construire de l'intelligence collective entre l'État et les collectivités territoriales, mais j'apprécie aussi ce qui a été précisé, c'est-à-dire entre les différents niveaux de collectivités territoriales, pour bâtir du commun et faire travailler les élus ensemble autour d'un projet partagé sur les territoires et évidemment un projet partagé pour notre pays. Vous m'avez interpellé au cours de la matinée sur un certain nombre de sujets. J'espère que je vais pouvoir y répondre. Je voudrais avant tout vous dire que j'ai depuis longtemps des convictions après, je dirais, de longues années d'engagement et de vie politique, comme maire, comme vice-présidente d'intercommunalité, mais aussi présidente de communauté d'agglomération. Je salue mon président, si je puis dire, cher Christophe de Gruel, qui est ici assis devant moi. Et je voudrais vous dire, j'étais aussi bien sûr au Sénat, comme vous le savez, et ça sert d'avoir siégé au Sénat, chère Françoise Gatel. Et je voulais vous dire que je me suis fait depuis ces 40 années des convictions profondes, et dont celui ou celle que pour faire face aux grands défis contemporains et à la complexité croissante des enjeux de l'action publique, l'intercommunalité est un cadre absolument indispensable. Et cela notamment parce que vous portez de manière consubstantielle, pourrait-on dire, l'exigence de cohésion des territoires, des complémentarités entre l'urbain et le rural, chère Johanna, entre des communes de toute taille et qui sont toutes guidées par le désir de répondre le mieux possible aux attentes et aux besoins de leurs habitants, puisque c'est ça la finalité de l'action publique. Mon engagement à vos côtés a été constant, vous le savez. À l'heure où les débats politiques s'intensifient, je crois qu'il nous faut continuer à défendre ensemble cette belle ambition de l'intercommunalité et à conforter encore davantage son élan. Le manifeste que vous venez de publier sera, de ce point de vue, un document évidemment particulièrement utile pour nourrir le débat. Je voudrais aussi saluer le travail que nous avons mené ensemble et qui a abouti
à l'élaboration entre le gouvernement et la DCF d'un accord de partenariat qui a été signé par le Premier ministre le 22 mars dernier. Ensemble, nous avons travaillé sur de nouveaux programmes d'aménagement de territoire pour soutenir notre industrie, par exemple territoire d'industrie, et nous étions ensemble, cher Sébastien, il y a 2 jours pour un COPIL, et nous avons aussi les programmes que vous connaissez tous, comme Petite Ville de demain, Action Cœur de Ville ou Avenir Montagne, par exemple, qui est plus récent. Ensemble, nous avons porté donc une nouvelle ambition contractuelle également avec les CRTE, je vais y revenir tout à l'heure. Et nous avons donc pu construire ensemble des choses. Et ça, c'est très important. Et je tiens à préciser, je vais glisser des petites réponses au milieu de mon discours que j'avais préparé, pour dire que je suis venue ici avec mon directeur adjoint de cabinet et que mon directeur adjoint de cabinet a été à la tête de 4 villes en France et également d'un département. C'est quelqu'un qui vient de la fonction publique territoriale. Donc, il y a dans les cabinets ministériels des gens de la fonction publique territoriale. Je tiens à le préciser. Je vais peut-être commencer par parler de ce projet de loi 4D ou 3DS. Alors, je vais vous dire pourquoi ça a changé de nom en cours, parce que les gens me posent la question. Nous avons envoyé, comme il se doit, au Conseil d'État le texte quand il a été rédigé par le gouvernement, et le Conseil d'État a trouvé que le 4e D, qui était décomplexification, était un peu compliqué. Donc, le Conseil d'État a dit qu'il faudrait mieux mettre diverses simplifications. Diverses simplifications. Donc, comme vous le voyez, ça fait 3DS. Et voilà pourquoi le nom a évolué. Et tout à l'heure, Sébastien me disait dans le creux de l'oreille, je suis très content parce que ça supprime le D de détricotage. Voilà. En effet, après plus de 18 mois de concertation, ce texte a été adopté au Sénat le 21 juillet dernier et il sera débattu à l'Assemblée nationale les semaines des 6 et 13 décembre. Notre boussole avec ce texte, c'est d'abord de vous permettre de conduire une action plus adaptée aux particularités de votre territoire, en renforçant la décentralisation et en développant cette belle idée de la différenciation que nous sommes, je crois, nombreux à défendre. C'est aussi d'assouplir et de simplifier un cadre trop souvent rigide et uniforme. C'est de rapprocher encore davantage l'état du terrain, c'est ce que j'ai entendu tout à l'heure, et puis c'est de faire le choix assumé de la stabilité institutionnelle. Cette loi ne sera pas celle du détricotage de l'intercommunalité. Détricotage, pardon. Je serai vigilante, et je le dis très simplement, et tout le monde le sait ici, j'ai toujours eu des positions constantes sur ce sujet. Nous avons eu un débat au Sénat qui a été de grande qualité. Nous avons fait du bon travail, je crois, mais je sais qu'il y a des choses qui ont été adoptées qui ne conviennent pas, bien sûr, à la DCF, aux intercommunalités de France. C'est d'ailleurs des choses sur lesquelles j'avais mis mon opposition, mais elles ont été votées. Il faut respecter le vote du Sénat, mais, et je le dis devant la rapporteure Françoise Gatel, qui a fait un énorme travail, elle sait très bien que nous ne souhaitons pas qu'un certain nombre de choses qui ont été votées au Sénat soient maintenues. Par exemple, l'eau et l'assainissement, le tourisme et l'urbanisme qui ont été votés au Sénat, c'était attendu, mais je sais que nous ne pouvons pas nous permettre de remettre en cause l'intégration intercommunale, car elle est un facteur indispensable d'efficacité de l'action publique. Le cas des réseaux d'eau est un bon exemple. Au moins 20% de l'eau potable est perdue dans des fuites de réseau, 1 litre sur 5. C'est un défi majeur à l'ère de la transition écologique, un défi
qui nécessite d'investir, qui nécessite de soutenir, qui nécessite aussi de coordonner sur les territoires. Les communes ne peuvent le relever toutes seules, j'en suis absolument convaincue. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas imaginer des solutions à travers des syndicats, ça n'est pas le sujet. Des syndicats existent, des syndicats sont efficaces, dépassent souvent les limites des intercommunalités, respectent des bassins versants, ça n'est pas le sujet. Mais revenir en arrière sur la compétence eau et assainissement, je crois que ça n'est pas possible. Je ne dis pas pour autant qu'il ne faut pas nous interroger collectivement sur la manière dont ces transferts sont opérés et ces compétences exercées. Je crois que tous les débats révèlent un besoin d'écoute de la part des maires, un besoin aussi de transparence sur les coûts, sur l'usure des réseaux. Ce dialogue, il n'y a que vous qui pouvez le conduire. Le gouvernement ne reviendra pas non plus sur la compétence PLUI. Les aménagements prévus dans la loi Engagement et proximité, qui a été votée, je vous le rappelle, en 2019, ont, je crois, permis d'assurer une meilleure application des textes. Le Sénat a d'ailleurs été très partagé sur cette question, ce qui témoigne d'une grande maturité sur ce sujet. En même temps, je sais que la réalisation des PLUI n'est pas simple. Vous êtes plus de 50% à avoir pris cette compétence depuis 2014, mais beaucoup moins à être allé au bout de l'élaboration de ce document. Je pense qu'il est très important d'accélérer, car ces documents d'urbanisme sont un outil utile pour développer le territoire en veillant à l'équilibre entre communes urbaines et rurales. Il sera demain indispensable pour territorialiser les objectifs de baisse de l'artificialisation des sols au plus près des besoins de chaque commune. Alors, bien évidemment, je sais aussi, j'ai lu le discours que tu as prononcé ce matin, Sébastien. Il y avait un passage que j'ai trouvé très intéressant, c'était la gouvernance. Et je crois, ça j'en suis absolument convaincue, j'ai toujours défendu l'intercommunalité, mais il faut aussi que l'intercommunalité fonctionne avec des gouvernances extrêmement partagées, extrêmement fluides, en associant bien les maires à toutes les étapes de décision. Je tiens à le dire haut et fort aussi, parce que parfois, on aurait tendance à vouloir revenir sur des organisations comme les intercommunalités ou sur les compétences, parce qu'il y a des endroits où ça fonctionne mal. Et ça fonctionne mal, pas forcément à cause des structures ou des compétences, mais parce que la gouvernance, la pédagogie n'est pas suffisamment faite. Donc je tiens à le dire, ne nous trompons pas de cible, si je puis dire. Dans un grand nombre de domaines, ce projet de loi 4D apporte des réponses précises et concrètes à des demandes que vous avez formulées et que le Sénat a partagées. Je ne les détaillerai pas toutes, évidemment, ça serait trop long, mais parlons de l'habitat, dont vous avez eu beaucoup d'interventions. C'est un enjeu fort que porte votre association. Le texte permettra d'améliorer le dispositif d'attribution des logements sociaux et de pérenniser les obligations de construction de logements sociaux. Là aussi, le rôle de l'intercommunalité est central et nous y veillerons. Nous avons porté pour cela une approche exigeante mais réaliste en prenant davantage en compte les spécificités locales. Les taux de rattrapage pourront être adaptés grâce aux contrats de mixité sociale signés par la commune, le PCI et les préfets. Je parle là, bien sûr, de l'article 55 de la loi SRU, qui donne des obligations à un certain nombre de communes. Et donc, nous allons, comme vous l'avez souhaité, par ces contrats de mixité sociale, au fond, descendre au plus près du territoire, au plus près de la réalité donc, des territoires, cette négociation entre le préfet et les collectivités territoriales. Je voulais bien sûr aussi vous parler de ce qui a été voté par le Sénat, c'est-à-dire les fameuses AOH. Je sais que vous y tenez beaucoup. Sur le principe,
nous approuvons le principe des AOH. Il nous reste à faire encore du travail pour voir le contenu des AOH. Et si vous le permettez, je ne vais pas tout dire aujourd'hui puisque le Premier ministre vient demain et il détaillera un peu plus que je ne le fais les AOH. Et je pense, Monsieur le Président de la Métropole, qui vous parlera aussi chemin de fer demain. Comme ça, je réponds tout de suite. En matière d'urbanisme, le projet de loi renforcera vos outils d'intervention dans le tissu urbain. Nous assouplirons l'accès aux opérations de revitalisation du territoire, les fameuses ORT, et nous accélérerons la récupération par les collectivités des biens sans maître qui, vous savez, aujourd'hui, il faut 30 ans pour pouvoir récupérer une maison abandonnée. Eh bien, nous allons abaisser à 10 ans ce terme, ce qui est évidemment une grosse évolution et je crois que c'est très important pour vos territoires. Alors, évidemment, quand je dis tout ça, nous allons, faut que ça soit voté aussi à l'Assemblée nationale. Mais en tout cas, c'est ce que le gouvernement soutient et ça a été aussi voté par le Sénat. Pour lutter contre la désertification médicale, qui est un point dont j'entends parler sur l'ensemble du territoire français, nous ouvrirons la possibilité pour les collectivités de financer n'importe quel établissement de santé, une clinique privée, un hôpital, des EHPAD, et de recruter le personnel soignant des centres de santé. Cela complète toutes les mesures importantes que nous avons déjà prises, comme la fin du numerus clausus et, je rappelle, les 19 milliards d'euros du Ségur de la santé. Alors, dans ces 19 milliards du Ségur de la santé, il y a bien sûr aussi, comme vous le savez, des dépenses qui vont vers les personnels de santé, mais il y a aussi une grosse enveloppe investissement qui permettra de répondre à des rénovations. Je pense par exemple aussi au projet, chère Johanna, du nouvel hôpital de Nantes. Au fond, il s'agit de vous offrir toute l'agilité nécessaire pour mener vos actions au plus près des besoins des Français. En un mot, il s'agit de faire confiance aux élus locaux, de leur donner toutes les marges de manœuvre nécessaires. Et au-delà des textes, cette approche de confiance et d'agilité, nous la mettons en œuvre à travers l'action que porte l'Agence nationale de cohésion des territoires pour le compte de tous les ministères, même si, bien évidemment, chère Caroline, la proximité est grande avec mon ministère. Caroline l'a largement évoqué tout à l'heure. Avec la NCT, nous partons de vos projets, des besoins que vous exprimez, et nous proposons en retour une offre de services sur mesure. Vous connaissez les programmes de l'agence. Je ne vais pas être trop longue. Il y a 2 programmes qui visent la redynamisation des centralités, Action Cœur de Ville et Petites Villes de demain. Ils fonctionnent très bien, nous ont permis d'enclencher une dynamique puissante en faveur des petites et moyennes villes, notamment à travers l'outil de l'ORT. Et effectivement, il y a à la fois 5 milliards et 3 milliards, comme ça a été répété par monsieur qui est pas très loin, que j'ai vu tout à l'heure poser la question, et on fait de la comptabilité réservée pour cette enveloppe. Par exemple, je peux vous dire que Action Cœur de Ville, nous avons déjà engagé 3 milliards d'euros sur 5 milliards d'euros, et que donc il y a encore 2 milliards à, je dirais, dépenser d'ici 2023, puisque c'était l'échéance 2023. Et bien évidemment, vous savez que le Premier ministre a annoncé, à Blois d'ailleurs, le prolongement de ce programme et qui devra être, bien sûr, à la fois une autre enveloppe devra être adaptée à la poursuite de cette politique, mais il reste encore 2 milliards. Nous avons 2 programmes pour accélérer le retour des lieux de service public. Tout le monde connaît les programmes des maisons France Service ou des tiers-lieux. Nous avons bien sûr les territoires d'industrie sur laquelle la DCF est activement impliquée, c'est-à-dire là, nous sommes dans le domaine de l'emploi et du développement industriel.
Et puis, il y a 3 programmes sur les infrastructures numériques et leurs usages qui sont bien sûr très importants. Alors, peut-être dire que l'ANCT est là pour vous aider, mais je rappelle ce qui a été soulevé pendant le débat parlementaire, que nous sommes en complément de l'ingénierie qui existe sur les territoires. On ne vient pas prendre la place. Quand tout est parfait sur un territoire, qu'il y a tout qui va bien, l'agence technique du département, une agence d'urbanisme, un CAUE, enfin je ne sais, voilà, qui répond aux attentes des élus, tout va bien. Nous sommes là en complémentarité, en subsidiarité. C'est vraiment quelque chose que nous répétons. Et vous savez que c'est le préfet du département, assisté d'un sous-préfet ou du DDT, etc., qui est le représentant de l'ANCT sur les territoires. Donc il n'y a aucune obligation. Bon, je suis pas, comme je suis arrivée en retard, je ne sais pas si tu l'as dit, Caroline, je rappelle seulement que l'assistance en ingénierie pour les communes de moins de 3 500 habitants est gratuite. J'ai entendu des maires dire tout à l'heure que pour les plus petites, je crois que c'est la maire de La Flèche qui l'a dit, je la salue, puisqu'elle est au bord du Loir, qui est ma région de naissance. Bien sûr, c'est une aide qui est très importante. Et puis, il faut se rendre compte, j'en profite pour le dire, que nous avons lancé à l'ANCT un programme pont. Vous savez, ces ponts qui sont dans toutes les communes et dont on ne sait pas très bien la stabilité fondamentale, si je puis dire. Bon, des ingénieurs spécialisés dans les ouvrages d'art, il n'y en a plus forcément beaucoup sur les territoires. Donc, nous avons cette capacité à répondre aussi à des sujets spéciaux. Et nous avons encore, dans les services de l'État, même s'ils ne sont pas toujours dans votre département, nous avons par exemple un service qui s'appelle le CEREMA, qui est présent dans 25 territoires français et qui peuvent jouer un rôle très important. Donc, vraiment, l'ingénierie, il y en a beaucoup. Tout à l'heure, Carole Delga l'a dit, il faut la coordonner, et c'est ça qui est effectivement très important. Et les préfets sont là pour donner des réponses aux élus et en leur rappelant aussi tout ce qui existe sur place et comment tout cela doit être coordonné. Donc, cette approche, bien évidemment, est extrêmement importante puisqu'il faut répondre effectivement par des moyens humains aux projets des territoires. Vous savez qu'on a fait aussi, par exemple, dans certaines politiques comme Petites Villes de demain, nous finançons aussi des chefs de projet que nous finançons à 75%, pas tout seul, je le dis, c'est l'ANA, c'est la Banque des Territoires, c'est nous avec du FNADT, mais ça fonctionne. Et si ça ne fonctionne pas, vous le dites à votre préfet et on arrangera les choses. Voilà. Je voudrais bien sûr vous parler des CRTE, car je n'hésite pas à le dire, les CRTE représentent une petite révolution dans la manière dont l'État conçoit sa relation de travail dans tous les domaines avec les collectivités territoriales. Leur nouveauté tient en 2 idées forces. D'abord, c'est une vision partagée des enjeux. Pour la première fois, nous faisons du projet de territoire le socle et la relation de travail entre l'État et les élus locaux. L'autre nouveauté introduite par les CRTE, c'est ce cadre de travail commun dans la durée pour 6 ans. Tous les élus, sans exception, ont spontanément compris l'intérêt et adhéré à cette démarche qui était demandée, je dois bien le dire, par la DCF depuis de très longues années et également partagée par France Urbaine, enfin tout l'immeuble du 8e arrondissement. Et donc, il est clair que ces 844 périmètres définis en janvier, nous allons disposer bientôt d'autant de projets de territoire. Partout en France, votre mobilisation a été exceptionnelle, puisqu'il y a 702 documents qui ont été signés et 142 sont en cours de finalisation. Je voudrais le saluer et remercier à nouveau la DCF pour son engagement à nos côtés. Je veux aussi saluer la grande qualité des documents qui ont été produits. Alors évidemment,
le top, je dirais la palme, revenant au CRTE du Grand Chalonnais, Monsieur le Président, que je suis allée signer chez toi. Je ne prends pas beaucoup de risques là. Il témoigne bien sûr du souci qu'ont les élus de mener une vraie réflexion stratégique sur leur territoire. Car le projet de territoire n'est pas un élément décoratif qu'on parcourt d'un œil distrait avant de s'intéresser au pied de colonne du tableau des engagements financiers en fin de document. C'est un investissement pour l'avenir et un élément fondamental pour guider l'action publique sur un territoire, sur un bassin de vie. J'ajoute que ces projets de territoire sont pour l'État une matière première exceptionnelle pour nous permettre de mesurer et d'objectiver les attentes des territoires. C'est pourquoi j'ai demandé à l'ANCT, qui pilote avec le Conseil général du développement durable le déploiement des CRTE au plan national, d'engager une étude précise du contenu des 840 contrats pour en extraire les priorités des élus dans les 5 prochaines années. Nous avons aussi décidé de reconduire l'an prochain les crédits de l'ANCT, je vous le dis quand même, pour l'ingénierie de 20 millions d'euros, ce qui n'est pas une paille, si je puis me permettre. Mais vous conviendrez que la réflexion ne doit pas être un prétexte à différer l'action. J'entends déjà ceux qui nous disent que leur besoin principal, c'est d'avoir suffisamment d'argent pour agir, plus encore que pour réfléchir. Là encore, nous avons toutes les raisons de nous réjouir collectivement. Je le dis sans vouloir choquer personne, mais il n'y a jamais eu autant d'argent de disponible pour mener à bien nos projets. Je me permets de le dire gentiment, mais quand vous regardez depuis le début du mandat, nous avons doublé les financements aux investissements pour les collectivités territoriales. Alors évidemment, j'ajoute, parce qu'il faut être toujours transparent et honnête, il y a dedans le plan de relance qui a bien sûr facilité les choses. Vous savez également, bien sûr, que... je vais prendre un exemple concret. Je me suis dit, il faut que je donne un exemple concret parce que dans le Puy-de-Dôme, où nous nous trouvons, la DSIL et la DETR sont par exemple passées de 20 millions en 2019 à 32 millions en 2021. Et on s'en réjouit. Et on s'en réjouit, et ramené à cette échelle, on voit bien que les choses sont plus perceptibles et elles n'en sont pas moins spectaculaires. Soyons lucides, bien sûr, cette relance massive de la dépense publique ne va pas être éternelle, car vous savez bien que le plan de relance s'arrête fin 2022. Enfin, quand je dis s'arrête, il faut que les engagements soient pris avant fin 2022. C'est ce qui a été décidé conjointement avec l'Europe, puisque vous savez que sur 100 milliards du plan de relance, il y a 40 milliards qui est financé par l'Europe. Donc, nous avons fait les CRTE pour tout ce qu'on a dit sur la vision d'un territoire, mais aussi pour que le bloc communal profite de ce plan de relance et donc que d'ici 2022, les projets qui sont prêts puissent bénéficier du plan de relance. Cela, bien sûr, ne s'arrêtera pas en 2022, puisqu'on a mis l'échéance 2026, mais il faudra, à échéance régulière, discuter, on l'a dit, que les CRTE, c'était vivant. C'est-à-dire qu'on ne signe pas quelque chose qui est complètement bouclé, ficelé, jusqu'en 2026. La vie nous apprend, et la vie récente nous apprend qu'il peut se produire des événements comme la crise sanitaire qui viennent bouleverser toutes les prévisions que nous avons faites. Donc, il faut que nous avancions, que nous profitions du plan de relance à court terme et que nous avancions avec des échéances et des rencontres régulières jusqu'en 2026. Alors, cette relation
de travail doit être bien sûr une relation qui doit être comprise comme une relation de confiance et non pas comme un État qui veut regarder ce qui se passe dans tous les CRTE de France et de Navarre. Il s'agit d'assurer que les objectifs que l'on s'est fixés ont de bonnes chances d'être atteints et que l'on peut évidemment répondre aux besoins nouveaux qui pourraient apparaître sur les territoires. Si ces premiers résultats sont très encourageants, il doit bien sûr nous faire, nous devons en tirer les premières réactions et propositions. Vous avez les uns et les autres dénoncé la logique des appels à projets. Bon, que la relance a fortement accru. Le plan de relance, il y a eu beaucoup d'appels à projets. Bon, c'est vrai. C'est vrai. Bon. Cela prend du temps, oblige souvent à déployer beaucoup d'énergie pour convaincre que son dossier est le meilleur pour un résultat parfois maigre. Et cette mise en concurrence des territoires, puisque ça a été dit, je le dis, profite souvent aux mêmes qui sont mieux outillés, qui sont plus rapides, etc. Et donc, je sais... Alors moi, je ne suis pas très gênée aux entournures, parce que moi, je ne fais pas d'appel à projet. Mon ministère ne fait pas d'appel à projet. Parce que nous déconcentrons tous les moyens que nous avons. C'est pourquoi je crois moins à la logique de guichet à laquelle conduisent tous les appels à projets, et plus à une logique justement de projet partagé avec l'État. Vraiment, je le crois vraiment. On s'accorde d'abord sur les objectifs, puis après, on voit ce qu'on engage dans un travail au long cours, durant lequel le porteur de projet va dire ce qu'il veut faire et de quoi il a besoin, à charge pour l'État d'apporter la meilleure réponse. Dans un cas, on essaie de faire entrer une pièce ronde dans un trou carré, n'est-ce pas? Dans l'autre, on s'efforce de faire correspondre la taille du trou à la pièce qu'on veut y faire entrer, en prenant le temps nécessaire pour bien ajuster les deux pièces et en veillant à ce que le mécanisme soit fluide. C'est comme cela que nous avons conçu depuis 2017 dans mon ministère les programmes d'appui territorialisés que j'évoquais à l'instant, Action Cœur de Ville, etc. Ce sera toute l'ambition des CRTE sous le pilotage des préfets que de déployer cette nouvelle méthode. Ensuite, vous avez souligné, et vous avez raison, le défi est désormais d'embarquer l'ensemble des ministères. Parce que c'est ça que je voudrais dire aussi. Les CRTE, ce n'est pas uniquement le ministère de la cohésion des territoires. C'est le ministère de la Santé, c'est le ministère du Logement, c'est le ministère de la Culture. Et c'est vrai, quelqu'un posait une question, ça c'est une nouvelle culture. Et que parfois, je le dis gentiment, il faut que j'essaie d'expliquer à mes camarades ministres qu'il faut entrer dans cette logique du CRTE. Et je pense que plus de ministres s'engageront dans les CRTE, plus la question que vous avez aussi évoquée de pluriannualité dans les engagements de l'État sera possible de mettre en place. J'en suis intimement convaincue. Vous savez que l'État, on fonctionne par, et vous le savez parfaitement, par l'annualité budgétaire. Pour des raisons que vous comprendrez très bien, nous sommes en 2021, nous votons le budget 2022, il va se passer quelque chose un peu l'année prochaine, et sans préjuger du tout de ce qui se passera, je pense qu'il faudra poser ce problème de la pluriannualité dès le début du futur mandat présidentiel, du futur gouvernement, parce que effectivement, ça donnerait de la visibilité plus grande aux élus. Je voudrais bien sûr vous dire qu'au-delà des crédits classiques, qu'au-delà des crédits de la relance, il y a d'autres crédits dont je voudrais vous parler. Les CPER. Alors, les contrats de plan État-région, je parle devant la présidente des régions de France, l'État
va contractualiser, a déjà contractualisé, il y a eu des engagements, mais nous allons avoir comment dire, une signature définitive des contrats de plan État-région en fin d'année. Et c'est bien sûr des contrats qui ont beaucoup évolué, aussi bien de la part des régions que de l'État, puisque dans les derniers contrats, nous avions investi 14 millions d'euros sur 7 ans, et que les engagements financiers de part et d'autre s'élèvent aujourd'hui à plus de 30 millions, c'est-à-dire c'est plus du double. Donc on peut dire que c'est un engagement entre l'État et les régions qui est très important. Et il y a un volet territorial dans les contrats de plan État-région, tout le monde le sait. Et naturellement, il y a aussi des réponses qui peuvent être trouvées à des investissements dans les territoires et donc dans les intercommunalités, dans les volets territoriaux. Et puis, je voudrais vous parler des fonds européens. Quand je dis les fonds européens, je ne reviens pas sur les 40 milliards du plan de relance. Les fonds européens, c'est quelque chose de très important. Je parle de ce qu'on appelle les fonds de cohésion. D'abord, vous savez qu'on vient de terminer une période de fonds de cohésion qui s'arrête donc en 2021. Mais dans certaines régions, il reste encore de l'argent à consommer au titre de l'actuelle génération des fonds européens. J'ai fait faire le calcul avant de venir, il reste 3 milliards. Pour toutes les régions, hein, j'ai cumulé. Alors, je dois dire qu'il y a des régions qui ont tout consommé. Ils sont même à 102% parfois. Mais il y a des régions où il y a encore vraiment des financements qui sont présents. Alors, il faut effectivement regarder dans vos régions, avec les programmes FEDER, vous savez que les régions sont les autorités de gestion, il faut regarder si là aussi, il ne peut pas y avoir des fonds qui peuvent être utilisés pour telle ou telle politique. Nous sommes en train de finaliser avec les régions la prochaine génération de fonds. Les montants en jeu sont là encore considérables, puisque c'est 16,7 milliards qui seront engagés à partir de l'année prochaine et jusqu'en 2027. Vous aurez donc accès à ces crédits, puisque chaque autorité de gestion régionale pourra désormais affecter, c'est la règle et c'est nouveau, jusqu'à 25% du total du FEDER aux projets territoriaux. C'est quelque chose, bien sûr, de très important. Alors, bien sûr, je voudrais vous dire enfin, ah oui, j'ai oublié de vous dire, qu'il faut toujours regarder, et je repense toujours au monsieur du 4e rang, la bonne nouvelle, c'est que j'ai pu affecter pour ces CRTE 350 millions d'euros, que, vous savez, dans les budgets, il faut toujours réagir avant Bercy, quand il reste des queues de budget. Parce qu'autrement, si vous ne réagissez pas avant Bercy, ça repart. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il y a 350 millions qui sont des reliquats, je le dis, qui n'ont pas été utilisés, mais qu'avec l'accord du Premier ministre, nous avons affecté au CRTE. Donc, ça permet déjà de répondre à un certain nombre de projets. Les mécanismes de financement de vos projets vont bien sûr évoluer avec le temps, je le dis, et s'adapteront avec le temps. Je crois que c'est très important de voir que nous sommes au fond dans une période qui nécessite qu'on réfléchisse aussi à la manière dont sont perçues les aides de l'État aux collectivités territoriales. Pour vous donner un chiffre, la participation de l'État aux collectivités territoriales, alors là, je vous parle tout confondu, c'est 52 milliards. 52 milliards, c'est quand même pas une paille. Alors, il y a une chose aussi, au-delà de la pluriannualité, je le dis pour ceux qui seront éventuellement dans des majorités, nouvelles majorités, de même majorité, d'anciennes majorités, je ne sais pas ce qui se passera. Mais il y a un truc, quand je vais présenter le budget dans les commissions
au Sénat et à l'Assemblée nationale, les maquettes financières, et je parle à Carole qui connaît ça par cœur, les maquettes financières sont tellement dispersées dans l'ensemble du budget, les lignes qui correspondent aux relations entre l'État et les collectivités territoriales, qu'il faut vraiment être un grand spécialiste pour s'y retrouver. Et donc, je pense effectivement qu'il faudra faire évoluer aussi ces maquettes pour montrer davantage, mettre davantage de lisibilité. C'est très technique, mais je le dis quand même. Merci de m'avoir écouté. Je voudrais m'excuser auprès des autres niveaux de collectivités territoriales qui sont présents dans la salle de ne pas avoir développé ce qui est dans 4D pour les départements et les régions parce que je ne veux pas être trop longue. Mais je voulais vous dire que dans mon ministère, je m'évertue de aussi coordonner ce que je fais entre les programmes qui sont gérés par la NCT, c'est-à-dire au fond ce qu'on appelle l'aménagement du territoire, et les mettre en cohérence avec l'action législative que je mène. C'est pas, il y a relation avec les collectivités territoriales et aménagement du territoire. Ce que j'essaie au maximum, c'est de mettre de la cohérence et de l'engagement dans tout ça. Et bien évidemment, la production législative ne peut être que conforme à ce que nous menons comme politique publique, et notamment les programmes que j'évoquais tout à l'heure. C'est en quelque sorte le passage de la théorie à la pratique. Bien évidemment, l'engagement est aussi quelque chose de très important pour les élus locaux comme pour les membres du gouvernement. Et je voudrais, pour conclure, souligner le rôle essentiel que les intercommunalités de France ont joué pour faire évoluer les mentalités, pour dépasser les antagonismes qui peuvent parfois exister entre certaines associations d'élus et les gouvernements successifs. Nos concitoyens attendent de l'État et des collectivités qu'ils s'entendent et travaillent bien ensemble. Cet état d'esprit, jamais complaisant, mais toujours constructif, il est la marque de fabrique de la DCF depuis sa création. Et je voudrais, à ce titre, parce que, je dirais, c'est le moment, c'est son dernier congrès, envoyer un salut appuyé et très amical à votre délégué général Nicolas Portier. Car il a su tout au long de ces années insuffler à votre association, cette lecture distribuée de l'action publique dans laquelle le partenariat l'emporte toujours sur les oppositions et où on cherche, au fond, à faire vivre la décentralisation à la française pour renforcer, par l'exercice partagé de nos responsabilités, la cohésion sociale et territoriale dans notre pays. Merci Nicolas pour tout cela. Merci Monsieur le Président, cher Sébastien, pour tout ce que vous faites. Et merci à tous pour votre attention. Merci Jacqueline Gouraud, merci Madame la Ministre. Je vais demander aux intervenants et intervenantes de rester un instant parce que l'équipe de la DCF souhaitait faire une photo et je crois que Madame la Ministre, vous êtes requise également quelques instants pour cela. Et puis cet après-midi, de bons débats et cette convention qui se continue sur des thèmes qu'on a à peine évoqués ce matin et que vous pourrez développer dans vos débats. Oui, le milieu.